Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, la première motion de censure contre l'imperturbable Michel Barnier. Le Premier ministre a essuyé le procès en illégitimité de la gauche. Motion rejetée à l'instant, faute de majorité. Un peu plus tôt dans la journée, il s'est frotté à ses alliés macronistes dans une ambiance très tendue. On le verra, Barnier, la force fragile, c'est notre grand décryptage ce soir. De Mazan au Parlement. Notre invitée a suivi pendant des semaines le procès dit de la soumission chimique de Gisèle Pelicot. Elle-même a été droguée à son insu. Elle est députée. Elle a fait de son histoire un combat collectif. Interview franc-parler avec la députée Sandrine Josso dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir, la gauche est-elle trop complaisante avec Jean-Luc Mélenchon après son appel à brandir le drapeau palestinien dans les universités aujourd'hui? Tir croisé avec nos chroniqueurs dans cette émission à la toute fin de Ça vous regarde. Voilà, vous avez le programme. Eh bien, c'est parti. De quoi lui faire hausser le sourcil. C'est dans un hémicycle clairsemé que Michel Barnier a donc fait face à sa première motion de censure, sans doute la première d'une longue série, motion de gauche portée par le PS, motion rejetée faute de majorité au service d'un message dénoncer l'illégitimité du tout nouveau Premier ministre. Alors comment les Français regardent finalement ces jeux de posture dans cette assemblée si fracturée, et est-ce que le flegmatique Barnier a les moyens de durer? Bonsoir Anne-Charlène Bézina. Bonsoir Myriam. Merci d'être là, maîtresse de conférence à l'université de Rouen en droit public, bien sûr constitutionnaliste, ainsi qu'à Sciences Po Paris. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Bienvenue, politologue, professeur des universités à Sciences Po Paris. Bonsoir Adrien Brachet. Et bienvenue, journaliste politique à Marianne. Et bonsoir, Frédéric Michaud. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général adjoint d'Opinionway. Alors, elle était symbolique, cette première motion, c'est sûr. Que faut-il retenir des échanges, même si, sans surprise, elle a été rejetée? Le récap de Valérie Brochard, tout de suite. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Alors les résultats de cette motion rejetée? Évidemment, et puis sans grand suspense évidemment Myriam, tout était joué d'avance, chacun est resté dans son couloir au millimètre près. Alors il y a d'abord eu l'ensemble de la gauche réunie sous la bannière du nouveau Front Populaire, c'est lui qui a déposé cette motion de censure et comme prévu, je vous propose de sortir le bingo de la censure. On va s'amuser avec le premier secrétaire du Parti Socialiste venu à la tribune, jouer sa partition à la note près. Vous ne pouvez ignorer la violence de ce détournement démocratique. Le 7 juillet, c'est le Front populaire qui est arrivé en tête. Ce gouvernement est placé sous la tutelle de l'extrême droite, alors que 2 tiers des Français sont venus lui faire barrage. Si nous étions dans un autre pays que la France, vous seriez le premier à dénoncer un hold-up électoral et sans doute à décrire un régime illibéral. Vous êtes donc désormais aux commandes du pays. À l'issue de cette séance, vous le resterez puisque l'extrême droite a décidé d'assumer avec vous la continuité du macronisme. Alors si je résume, Myriam, détournement démocratique, on l'a. NFP arrivé en tête, on l'a aussi. Tutelle de l'extrême droite juste ici, hold-up électoral là-bas, la continuité du macronisme. Bingo, on a tout gagné. Le quintet dans l'ordre, facile me direz-vous, tout était écrit d'avance. Mais pour faire tomber un gouvernement, enfin si c'est bien là le but, normalement il faut une majorité absolue. Le NFP compte environ 200 élus en gros, et pour atteindre cette majorité absolue, il en faut 289. Il fallait donc les voix du Rassemblement national, sauf que là encore, sans aucune surprise, le RN n'a pas voté la motion de censure et profite même de l'occasion pour tacler le nouveau Front populaire. Hier, le nouveau Front populaire se désistait en faveur du macronisme. Aujourd'hui, le nouveau Front populaire veut que nous censurions un gouvernement teinté de macronisme, alors que tant de députés nouveau Front populaire n'ont gagné ou conservé leur siège que grâce ou à cause du désistement des macronistes. Or, vous voulez censurer des paroles. Nous, sachez-le, nous ne censurons que des actes.
Un peu incohérent, hein, me direz-vous, pour le parti qui se présente comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Mais sans les voix du RN, eh bien pas de gouvernement qui tombe. On savait déjà tout. On laisse sa chance aux produits, avait même lancé la députée du Var et porte-parole du Rassemblement national, Laure Lavalette. Alors le produit, justement, qu'est-ce qu'il en pense? Eh bien, Michel Barnier a décidé de ne pas faire semblant. Surjouer l'étonnement, Myriam, très peu pour lui. Très franchement, ce n'était pas vraiment une surprise, cette motion de censure. Puisque dans les conversations que nous avons eues, qui ne sont pas secrètes, au lendemain même de ma nomination comme Premier ministre, vous m'aviez informé. C'est en quelque sorte une motion de censure a priori. Alors, il ne surjoue pas la surprise, mais lui aussi, il reste dans son couloir et tentera dans sa réponse de démontrer au public l'absurdité de cette scénette parlementaire. Dans le casting, eh bien, le Premier ministre a obtenu le rôle de celui qui met en avant la perte de temps, la perte d'énergie devant tous les dossiers qui s'amoncellent sur son bureau. Et donc, cette question qu'il lancera directement au NFP, pourquoi s'engager dans une motion que l'on sait vouée à l'échec? Eh bien, Myriam, parce que le match n'est peut-être pas si perdu d'avance que cela. Regardez, dans cette comédie dramatique, le Nouveau Front populaire essaie de rafler l'Oscar du meilleur groupe d'opposition. Il est là, le but caché de la manœuvre. Le NFP veut montrer à l'opposition, montrer à l'opinion qu'il s'oppose, qu'il ne lâche rien. Deuxième objectif, c'est aussi de prouver que le gouvernement de Michel Barnier est à la merci du Rassemblement national. Olivier Faure l'a répété maintes fois. Troisième objectif, montrer que malgré tout ce qui les oppose, eh bien, les différentes composantes du NFP sont bel et bien rassemblées derrière cette motion et parlent d'une seule et même voix. Mais attention, avec cette stratégie, la gauche court deux risques. À force de ne pas tomber, eh bien, le gouvernement pourrait bien se renforcer. Et puis si un jour il tombe, eh bien ce sera grâce aux voix du RN. Et là, la gauche pourra s'époumoner, crier sa victoire. Celui qui repartira avec la tête du gouvernement dans sa main, ce sera le Rassemblement national qui ne manquera pas de s'en vanter. Merci beaucoup pour ce papier très complet, Valérie Brochard. Pascal Perrineau, c'est vrai qu'il y a un peu de théâtre parlementaire et il y a très peu de suspense, mais quand même c'est symbolique. C'est la gauche qui dépose cette première motion de censure et qui explique que le nouveau Premier ministre est illégitime. On est à peu près 3 mois après les élections législatives anticipées. Elle est attendue par son électorat dans ce jeu-là. Elle est dans son rôle? Écoutez, oui, elle est dans son rôle. Une opposition s'oppose. Et la motion de censure, c'est un moyen mis en œuvre par toute opposition. Il y a eu sous la Ve République, c'était la 65e motion de censure. Il y en a une qui a réussi, il y a plus de 60 ans, en 1962. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses à attendre. Il a fait mouche avec cette expression de motion a priori? Oui, bien sûr, c'est une motion a priori, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup ce gouvernement à la manœuvre, et que d'autre part, il nous l'a délivré de la tribune de l'Assemblée nationale, dès le début, bien avant que l'on pense à telle ou telle tête pour occuper Matignon, les socialistes avaient dit à Michel Barnier, de toute façon, on votera toujours contre vous. Bon, donc il n'y a strictement aucune surprise. Je ne crois pas qu'il va y avoir des effets, mais vous me le direz mieux que moi, des effets majeurs en termes d'opinion. C'est un théâtre politique qui se passe largement en dehors des préoccupations des électeurs. Les électeurs, quand vous regardez les enquêtes, tout de même, ils sont rassurés qu'il y ait enfin un gouvernement. On va y venir d'ailleurs à sa popularité. D'autre part, l'occupant principal à Matignon, à savoir Michel Barnier, est plutôt bien reçu. Le côté qui fait peut-être sourire certains, flegmatique, homme de 73 ans, vous voyez, ça rassure. Parce qu'on se dit, c'est un homme qui a du métier. Et on l'a vu cet après-midi à la tribune. Il a du métier. Alors on y vient au style Barnier, à sa méthode. Calme. Frédéric Michaud, les Français, déjà l'électorat de gauche, c'est vrai qu'on aurait pu s'imaginer qu'il y ait des mouvements d'ampleur dans la rue. Après tout, c'est vrai, le NFP est arrivé en tête de ces législatives et ses électeurs peuvent être déçus du choix d'Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce procès en illégitimité, les électeurs de gauche n'y sont pas sensibles. Au fond, maintenant, les Français attendent de voir les premiers résultats, si ce gouvernement peut tenir? Alors, c'est vrai que la question de la légitimité politique de Michel Barnier, elle a été posée dès sa nomination.
qui a suscité beaucoup de crispation. On a même 3/4 des Français qui n'ont pas compris la décision de nommer Michel Barnier, la décision présidentielle de choisir Michel Barnier. Donc ça va bien au-delà de la gauche. Ça va au-delà de la gauche et il y a une sorte d'incompréhension parce qu'il y a le sentiment que c'est un subterfuge qu'a trouvé Emmanuel Macron pour se maintenir au pouvoir sous une autre forme. Bon. Et je dirais que ça, c'était très présent dans l'opinion au moment de la nomination. Donc il y a un petit mois. Voilà. Ensuite, il y a eu la constitution d'un gouvernement qui a permis à Michel Barnier de franchir une première étape. Beaucoup pensaient que ça allait être impossible, très complexe, de former ce gouvernement. Et puis, il y a eu une deuxième étape avec le discours de politique générale, qui, lui, a été très bien reçu par l'opinion, qui a permis au Premier ministre de faire un bond de popularité très fort. Spectaculaire, même, pour quelqu'un que les Français découvrent ou redécouvrent. Voilà. J'ai regardé, il est même la personnalité préférée, c'est ça? Oui. Politique aujourd'hui devant Édouard Philippe. Et d'imprimer une image qui jusqu'alors était encore en constitution. Ce qui est d'ailleurs très surprenant étant donné sa longévité et son expérience. Et cette image, on pourra y revenir, mais effectivement, elle s'articule d'abord autour de l'expérience. Expérience au niveau local, au niveau national, ministériel, gouvernemental, européen. Et au niveau européen. Ça, c'est quelque chose de très rassurant. Expérience par contraste aussi avec son prédécesseur, Gabriel Attal. Avec ses prédécesseurs. Et il y a quelque chose dans la période actuelle qui est très instable, qui est très rassurant. Voilà. Cette expérience-là, elle renvoie les Français à l'avant-macronisme, donc à un jeu politique très connu, très classique, d'une certaine manière, qui rassure beaucoup l'opinion publique. Anne-Charlène Bézina, est-ce qu'on est dans un grand classique de l'histoire parlementaire, une censure a priori, qui a même été déposée, annoncée comme allant être déposée avant même le discours de politique générale? Ce n'est pas une nouveauté, ça? Alors, il y a 2 points qui me semblent être importants. La première, c'est qu'en effet, on est dans quelque chose de très classique. On l'a dit, au vu des statistiques, la motion de censure, elle est finalement conçue dans la Ve République comme un élément de structuration des groupes, un moment oratoire un petit peu, mais pas vraiment comme un moment de suspense quant au renversement. Mais pour moi, cette motion de censure, elle arrive soit trop tôt, soit trop tard. C'est-à-dire qu'elle arrive trop tard dans le sens où cette opposition du NFP, on a passé tout l'été à l'entendre avec un procès en illégitimité qui s'est soldé par une destitution, par des manifestations au mois d'août, puis au début du mois de septembre. Donc, on a déjà entendu ce procès-là. Alors, attendez, juste pour comprendre, pour ceux qui nous regardent, quand vous dites elle arrive trop tard, elle aurait pu constitutionnellement être déposée avant même le discours de politique générale et défendue avant même qu'il n'ait proposé quoi que ce soit? Alors, au fond, quand je dis trop tard, c'est plus par rapport au discours. Mais constitutionnellement, oui, on aurait pu tout à fait solliciter une session extraordinaire. À peine nommé, il aurait pu avoir... on aurait pu solliciter une session extraordinaire sur cet ordre du jour, bien qu'Emmanuel Macron aurait peut-être signé avec difficulté sa convocation. Mais en tout cas, ça aurait été constitutionnellement possible. C'est plus en termes de discours d'opposition que je pense que cet argument est un petit peu défraîchi. Et pourquoi est-ce qu'elle arriverait trop tôt? Par rapport à la structuration, justement. Comme on l'a dit, sous la Ve République, mais même auparavant, 4e, 3e République, les motions de censure servaient à se compter, en quelque sorte. Et là, on voit qu'il y a encore une unité de façade du groupe de gauche. Mais dans quelques mois, quand on aura vécu un budget, qu'en sera-t-il du groupe Lyotte qui se prétend être justement du sérieux budgétaire? Est-ce qu'on sera encore dans cette structuration à gauche? Est-ce qu'au contraire, il y aura des premières désunions? Et c'est à ça que servira la motion de censure, c'est-à-dire à sonder finalement les premières étapes de ce gouvernement et ses premiers pas. Donc, elle arrive trop tôt parce qu'elle ne sert pas vraiment à savoir qui fait partie de l'opposition ou de la majorité, parce qu'on n'a pas encore joué le jeu parlementaire. Oui, on est sur la ligne de départ. Adrien Brachet, vous avez suivi tout ce discours. D'abord, vous avez même regardé dans le détail les votes. Donc, le NFP a fait le plein. Il n'y a pas une voix de gauche qui manque pour voter cette censure, sauf peut-être une, c'est ça? Oui, un député de Nouvelle-Calédonie qui avait annoncé, suite au discours de politique générale de Michel Barnier, qu'il ne voterait pas, en tout cas qu'il ne serait pas parmi les signataires de cette motion de censure, étant donné les quelques gages c'est M. Tjibaou. Voilà, exactement, étant donné les quelques gages qu'a donné Michel Barnier au cours de son discours de politique générale. Mais ça reste anecdotique. Et ce petit groupe de Lyotte, dont on ne sait pas s'il
disiez au centre droit, au centre gauche, à la gauche des macronistes ou à sa droite, parfois on s'y perd. Comment a-t-il voté? Alors, a priori, il y a eu, alors pas en majorité du groupe, mais il y a dû avoir quelques voix. D'ailleurs, cela avait été annoncé par le groupe au moment de son discours d'explication. Il y a dû avoir quelques voix du groupe Lyotte pour la censure, sachant que ce n'est pas très surprenant parce que le groupe Lyotte est un groupe, comme son nom l'indique, qui est basé sur la liberté de vote et la liberté de choix. C'est un groupe qui est en fait idéologiquement est quand même très hétérogène. Donc c'est un groupe qui nous a habitués au fond à avoir des postures un peu différentes d'un député à l'autre. Vous qui avez suivi juste les discours, avant de parler justement de la perception des Français, qu'est-ce que vous en retenez? Mais je rejoins tout ce qui a été dit. Je pense qu'on était dans une sorte de séance de grande psychologie collective de chacun des groupes après un été qui était chaotique. En fait, chaque groupe avait besoin, au fond, de rappeler sa posture. Et au fond, tout était très attendu. La gauche, d'un côté, avait besoin arithmétiquement de montrer qu'au fond, ce gouvernement ne tenait que grâce au Rassemblement national et qu'elle était, entre guillemets, le premier opposant. Le Rassemblement national avait besoin de montrer qu'au fond, il ne censurait pas tout de suite, mais qu'ils étaient les arbitres de ce gouvernement. Et d'ailleurs, il y avait, je trouve, dans leur expression, quand même une forme d'arrogance en disant à Michel Barnier, regardez, nous on ne vous censure pas, mais il suffit qu'on dise quelque chose pour que vous vous exécutiez. On y reviendra à l'arrogance. Et puis le bloc central qui est très fragilisé, le bloc macroniste notamment, qui essayait de montrer, ben non mais regardez, malgré notre défaite, la coalition, entre guillemets, que nous avons constituée avec les Républicains, c'est au fond la continuité de ce qu'on avait fait avant. Non, et c'est surtout le groupe le plus grand, l'espace le plus gros qui puisse se constituer au sein de cette Assemblée. Mais enfin, ils restent quand même très fragiles, eux aussi. Donc voilà, chacun était dans ses postures, on était dans Alors du théâtre. Justement, la force fragile de Michel Barnier, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Français? Reportage dans le 13e arrondissement de Paris, Hélène Bonduel avec Marion de Vauchel. Et je vous fais réagir juste après. À un mois tout juste que le Premier ministre Michel Barnier a pris ses fonctions, et un style qui imprime déjà pour certains. Je peux dire quelques mots, là. Bah écoutez, non, il a beaucoup d'humour, qu'il a employé à bon escient. C'est un homme pondéré, c'est un homme qui écoute. Je pense qu'il fera pour le mieux, dans la limite de ses moyens. À condition aussi qu'il soit un peu plus soutenu peut-être par son propre camp. Bah, le pauvre, il a été... Quoi le pauvre? Il a été envoyé au casse-pipe. Et il n'a pas la tâche facile. Voilà. C'est fait exprès, je pense. Pourquoi? Bah, comme ça, on va dire que c'est de sa faute. Et puis comme ça, les gens vont revoter pour Macron. Mais tant sur sa politique que sur les questions de société, le Premier ministre ne convainc pas. Nous conduirons à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. On n'y croit pas, parce qu'il y aura toujours des augmentations ailleurs, camouflées, quoi. Il arrive avec une réputation qui ne me plaît pas forcément sur certains sujets qui, moi, me... Quoi, par exemple, concrètement? Bah, par exemple, l'homosexualité, le mariage pour tous, des sujets de société qui sont des sujets importants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait commence à montrer qu'effectivement, c'est un gouvernement de droite avec le soutien de l'extrême droite. Frédéric Michaud, est-ce qu'il peut s'appuyer sur l'opinion pour essayer de convaincre les députés? Est-ce que le soutien dont on commence à parler des Français, c'est début, on va voir ce qui va se passer sur le budget, ça peut dégringoler une cote de popularité, peut être un bon levier dans cette Assemblée si divisée? Je dirais même que non seulement il peut, mais il doit s'appuyer sur l'opinion publique. C'est plus qu'une bouée de survie pour lui. C'est vraiment quelque chose qui peut lui permettre d'abord de se maintenir au pouvoir, évidemment, mais aussi de tenter d'appliquer son programme. Quand on a l'appui de l'opinion publique, on a quand même une force qui permet d'accomplir beaucoup de choses. Dans l'image de Michel Barnier, on parlait tout à l'heure de son expérience, il y a cette dimension de compétence qui est très forte, le côté habile négociateur, évidemment tiré de son expérience lors du Brexit. Il y a également l'idée que c'est un homme qui fait preuve d'une ouverture d'esprit, absence de sectarisme, volonté de dialoguer avec tous les groupes. Et puis, troisièmement, et ça ressort beaucoup dans toutes nos enquêtes,
l'opinion publique lui sait gré de diriger le gouvernement dans une situation qui est inextricable, avec des défis colossaux. Et lui s'attelle à la tâche, tente de réformer le pays pour trouver une voie, une issue à ces problèmes qui sont considérables. Une de ses grandes forces aussi, c'est qu'il le répète, il n'a pas d'ambition présidentielle. On peut le croire là-dessus? Parce qu'il dit, moi, j'ai rien à perdre. Au fond, je suis là pour servir l'intérêt général. Écoutez, si le jeunisme ambiant perdure, son avenir présidentiel est tout de même extrêmement étroit. Si, en revanche, à l'occasion de cette crise, on s'aperçoit que le calme des vieilles troupes est utile, que le retour à une certaine politique d'avant, au fond, trouve toute sa place. À ce moment-là, Michel Barnier sera dans un désert, parce que la droite classique, aujourd'hui, c'est un désert. Même ceux qui voudraient porter les intérêts présidentiels de la droite classique, ils sont crédités de 4 à 5% d'intention de vote. Donc il faudra bien que cette droite classique trouve quelqu'un qui est capable de redépasser la barre des 10% qui semble un horizon extrêmement lointain pour cette force politique. Donc l'appétit peut venir en mangeant. Et je crois qu'il y a, quand on regarde les enquêtes, des attitudes qui bougent beaucoup par rapport à la politique. Les Français sont rentrés un petit peu, à un moment, dans les de droite et de gauche, une politique nouvelle, etc. Et maintenant, ils en reviennent. Ils reviennent à des fondamentaux. Alors justement, on parle de cette force tranquille. D'ailleurs, lui-même avait cité ce week-end dans la Tribune dimanche ce grand slogan qu'on connaît bien de François Mitterrand. Il n'empêche qu'il peut se montrer assez cassant. En témoigne ce qui nous parvient de la réunion du groupe Ensemble pour la République. Elle s'est tenue ce matin. C'était la première fois, Stéphanie Despierres, que Michel Barnier rendait visite à ses alliés macronistes. Racontez-nous les coulisses. Que s'est-il passé ? C'était une réunion initialement pour dissiper les malentendus qui s'est terminée par un nouveau malentendu. Décidément, les relations entre Michel Barnier et le groupe Ensemble pour la République ne sont pas simples. Tout avait pourtant bien commencé ce matin avec une sorte de mea culpa du Premier ministre. « Je souhaite une fluidité et une proximité avec vous », lançait-il aux députés macronistes. Gabriel Attal, en réponse, lui explique « Nous souhaitons la réussite du pays et donc votre réussite ». Et puis ensuite, ça a déraillé. Les députés ont posé une vingtaine de questions, notamment sur le budget. Et c'est Éléonore Carrois, députée des Français de l'étranger, qui remercie le Premier ministre de venir enfin devant le groupe Ensemble. Enfin, c'est le mot qui est de trop pour Michel Barnier, qui s'énerve et réplique de façon trop véhémente, selon de nombreux participants qui ont été surpris par le ton du Premier ministre. Il insiste et il vise aussi un autre député à qui il reproche de n'avoir fait que des critiques. Il prend aussi pour cible l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Michel Barnier lance. Il m'est arrivé d'être minoritaire, mais moins que Gérald Darmanin. Alors c'est un peu la stupéfaction dans la salle. Les députés Ensemble pour la République ne comprennent pas pourquoi le Premier ministre est aussi cassant. Ils expliquent qu'ils ont l'impression qu'en fait, il n'entend pas la critique. Alors un peu plus tard, Matignon a essayé de dédramatiser en disant qu'il s'agissait d'un échange franc et direct dans le style du Premier ministre. Mais ça n'aide pas à mettre de l'huile dans les rouages, nous confie à la sortie un député spécialiste des finances publiques, alors que vous le savez, le groupe Ensemble pour la République attend de pied ferme les détails du budget qui sera proposé par Michel Barnier jeudi. Merci beaucoup pour toutes ces infos coulisses, Stéphanie Despierres, depuis la salle des 4 colonnes, Adrien Brachet. Mais c'est déjà le pugilat, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des alliés, vraiment? La faute à qui? C'est un faux gentil, en fait, Michel Barnier? En fait, le courant n'avait pas passé dès la passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Michel Barnier. Gabriel Attal s'était lancé dans une très longue tirade et Michel Barnier avait fini par dire « mais est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux intervenir ?» Donc, dès le départ, entre les deux, si vous voulez, il y a deux styles, deux générations, deux façons de faire de la politique qui s'affrontent.
Et je pense qu'il y a une forme d'exaspération chez Michel Barnier devant tous ces ambitieux pour 2027, que ce soit Gabriel Attal, que ce soit Gérald Darmanin, que ce soit d'ailleurs Marine Le Pen de son côté aussi, qui essayent en permanence de se remettre au devant de la scène. Et c'est ce qui peut expliquer son côté un peu sec. Et en rigolant, il y avait un macroniste qui me disait il y a quelque temps que quand il voyait arriver Attal, Barnier avait l'impression que c'était son stagiaire de 3e qui venait lui faire la leçon. Donc il y a un petit peu ça. On ne peut pas exclure l'idée qu'il y ait une petite forme de mépris. Mais encore une fois, il peut se permettre ça à quelques moments, Barnier, mais attention, il ne peut pas non plus pousser trop loin l'incendie, parce qu'à la fin, il a besoin du soutien, que ce soit des macronistes, que ce soit du Modem, que ce soit d'Horizon, bon, qui se tient un peu plus tranquille pour l'instant. Donc, d'une certaine manière, il faut aussi que Michel Barnier fasse attention dans son attitude et dans ses réponses un peu acides, à ne pas trop crisper ceux qui sont ses partenaires, étant donné que déjà le socle sur lequel il s'appuie est quand même relativement faible. D'accord avec l'analyse, Anne-Charlotte Mézia? Oui, totalement. Barnier a plus besoin d'un Attal ou d'un Darmanin que l'inverse? J'ai surtout le sentiment, en effet, que ça n'est pas neuf. Il n'y a qu'à lire le communiqué de presse qui suit la nomination de Michel Barnier du groupe, justement, EPR, qui dit on attendra de voir et peut-être qu'on ne le censurera pas, qui est mais inédit sous la Ve République. Si ça, c'est un message de soutien, et si le groupe centriste se perçoit comme étant dans la majorité de ce Premier ministre, on n'a jamais fait accueil plus glacial à son chef. Donc, je ne crois pas vraiment, d'ailleurs, que ce soit le Premier ministre qui était appelé des vœux de ce groupe-là. Donc, il y a une forme de cohabitation qui se passe quand même interne entre à la coalition ces au pouvoir. groupes-là. Et un autre point, entre-temps, si les relations avaient pu être chaleureuses ou en tout cas de bonne guerre pendant le discours de passation, entre-temps, il y a eu le budget. C'est-à-dire que là, il est question pour Michel Barnier de récupérer l'équilibre des finances publiques en 5 semaines, avec des éléments d'austérité qui vont forcément déplaire à l'opinion, à l'encontre d'un gouvernement qui a préparé un budget qui est celui qui l'amène à prendre ces décisions. Il y a 40 milliards. Il y a du ressentiment à trouver de baisse de dépenses, ça va faire mal. Il y a du mauvais jeu aussi de la part de cette ancienne majorité. Donc, quelque part, les frictions sont dues aussi au réalisme de l'automne budgétaire qui, souvent, fait sauter les vernis. Sur la méthode, Barnier, parce qu'il n'arrête pas de leur dire, et l'épreuve du feu, la première chose, c'est le budget. Faites-moi des propositions. Je dépends de vous, d'une certaine façon. Est-ce que c'est bien joué? D'ailleurs, on y reviendra, il leur laisse aussi plus de latitude dans l'initiative parlementaire, qui est d'ordinaire, c'est l'article 48 de la Constitution qui est réservé au gouvernement. L'ordre du jour, davantage des propositions de loi. Donc, qui tient qui? Qui est le plus habile dans ce chemin de crête? Non, je crois que le Premier ministre a bien compris que le centre de gravité politique s'est déplacé de l'Élysée à Matignon et de Matignon à l'Assemblée nationale. Et que maintenant, donc, l'essentiel, c'est le jeu politique entre Matignon et l'Assemblée nationale. Et il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, il n'avance pas masqué là-dessus. Il a dit en effet qu'il fallait transformer cette Assemblée nationale en véritable interlocuteur et interlocuteur constant. On le verra éventuellement dans la discussion du projet de loi de finances sur les amendements qui seront retenus par le gouvernement et venant, de la majorité, mais aussi, pourquoi pas, de l'opposition. Avec déjà des lignes rouges qu'on voit de plus en plus fleurir dans chacun. Un mot sur la méthode quand même pour nos téléspectateurs de LCP. L'article 48 va permettre d'être relu. Et qu'est-ce que ça peut changer dans la vie parlementaire? Ce n'est pas complètement une relecture, c'est en réalité une lecture de souplesse. C'est-à-dire que l'article 48, nouvelle mouture depuis 2008, ménage 2 semaines pour le gouvernement, 2 semaines pour les assemblées. Et Michel Barnier, depuis son discours de politique générale, a dit qu'il accepterait de rogner sur ces 2 semaines pour permettre à l'initiative parlementaire d'aller un petit peu plus loin. C'est tout à fait permis par la lecture de la Constitution. En réalité, c'est des priorités possibles, mais pas obligatoires. Donc, moi, je crois que c'est malin, en effet, en termes de méthode, et que c'est peut-être un petit peu le discours qui arrive trop tard, parce que la majorité relative depuis 2022 aurait appelé ce type d'initiative, c'est-à-dire que quand on est dans un parlement aussi fracturé, il faut lui laisser de la place. Donc, c'est intéressant de voir comment, justement, les différents groupes un peu fracturés de cette Assemblée nouvelle 4e République, vont arriver à se saisir autant des finances publiques que du reste. Alors, tout ça ne peut avancer qu'à condition que le RN l'accepte, et c'est vraiment la spécificité, alors et LFI et la gauche, mais
si on prend la configuration de ce soir, si la motion est rejetée, c'est parce que le RN ne l'a pas voté. Frédéric Michaud, l'assurance vie de Michel Barnier, c'est Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut le dire comme ça et ça peut expliquer l'extrême courtoisie de ces dernières semaines? Oui, et d'ailleurs pas uniquement en direction du RN, hein, c'est sa volonté de dialoguer avec tout le monde, peut-être un dialogue ferme, avec une forme d'autorité à huis clos et dans les tribunes médiatiques. Mais effectivement, le RN détient la clé de la survie de ce gouvernement. Et ça, les Français, comment dire, pas forcément cette position d'arbitre, mais le fait que, ça y est, on parle avec Marine Le Pen, on écoute ses électeurs, on tient compte de ses propositions, ils l'attendent? On le voit dans les enquêtes? C'est plutôt bien perçu, cette absence de sectarisme et cette volonté de parler à tout le monde. D'abord parce que c'est la reconnaissance du suffrage universel. Bon. Il y a des députés, il faut parler avec le premier groupe de l'opposition. Et puis ensuite, parce que, à nouveau, ça correspond à son tempérament, à son style. Mais cette idée d'une épée de Damoclès, elle va vraiment être centrale dans les... Épée de Damoclès que tient évidemment le groupe Rassemblement National, elle va être centrale dans les mois qui viennent. Moi, je ne suis pas persuadé, peut-être à l'encontre de ce qu'on entend beaucoup et de ce que peuvent dire plusieurs observateurs, que le RN se risque à voter une censure, pas une censure symbolique, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, mais une censure avec un vrai rendement politique, c'est-à-dire à aller jusqu'à prendre un risque et même exprimer la volonté de renverser le gouvernement. Pascal Perrineau disait tout à l'heure qu'il n'y a eu qu'une seule motion de censure sous la Ve République. Donc vous pensez qu'il peut passer le budget? Vous lui donnez des chances de survie plus longues à ce gouvernement. Et l'opinion publique ne voit pas tout ce petit théâtre dont on parlait tout à l'heure. En revanche, si le gouvernement tombe, ce qui n'est pas arrivé depuis plusieurs décennies, je pense que là, il pourrait y avoir un effet de sidération qui se retournerait contre les auteurs de cette instabilité gouvernementale. C'est une arme qui pourrait se retourner en boomerang. Vous aurez le mot de la fin, Pascal Perrineau. C'est vrai qu'il y a un député du RN qui a dit, et c'est Adrien Brachet qui me le faisait remarquer tout à l'heure à la tribune, c'est nous, grâce à Marine Le Pen et un petit coup de fil à Michel Barnier, notamment sur l'indexation des pensions qui sera reportée des retraites. Sur un tweet même, je crois. Voilà. Au fond, c'est nous qui gouvernons. Attention à l'arrogance? Oui, attention à l'arrogance. Là, il bombe beaucoup le torse. Ce n'est pas le RN qui gouverne, contrairement à une facilité d'interprétation qui peut se développer. Le RN tient une clé extrêmement importante. On a entendu beaucoup aujourd'hui le NFP dire que la majorité de M. Barnier dépendait du RN. Mais si le NFP veut qu'une motion de censure réussisse, c'est lui qui dépendra du RN. On sera tous d'accord là-dessus. On s'arrête là. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette première motion. C'est symbolique de ce nouveau gouvernement dans cette nouvelle législature. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Et bonsoir Sandrine Josso. Bonsoir. Merci d'être mon invitée franc-parler dans un instant pour revenir sur votre combat, la lutte contre la soumission chimique dont vous avez été victime. Aujourd'hui, vous pilotez une mission gouvernementale, députée dans le sillage du procès Mazan. La suite, regardez, c'est dans l'invitation de Maïté Frémont. Interview juste après. La parole est à Madame Sandrine Josso pour le groupe démocrate. Si on vous invite, Sandrine Josso, c'est parce que cet après-midi, votre appel pour les victimes de soumission chimique a été entendu. Il faut que la honte change de camp. Elle le pourra si et seulement si on comprend enfin la douleur des victimes et si on aide. Le Premier ministre a décidé de vous nommer à nouveau parlementaire en mission sur la lutte contre la soumission chimique comme violences faites aux femmes. Le retour de votre mission est ovationné par tous les parlementaires. Sandrine Josso, vous êtes députée de Loire-Atlantique et un soir de novembre dernier, un sénateur vous drogue à votre insu. Une mission gouvernementale vous est alors confiée pour améliorer la loi sur ce que vous appelez un angle mort des violences sexuelles. C'est en même temps un empoisonnement et un crime prémédité. Enfin, c'est quand même... je pense, une des formes de violences sexuelles les plus, je ne sais pas comment vous dire, mais
les plus pernicieuses en vrai. En quelques jours, vous recevez des centaines de témoignages. Elle dit je n'ai plus que ma robe et mes chaussures, mes autres affaires sont trempées, je m'enfuis, ma culotte et mes collants à la main. J'ai jamais vécu un moment aussi angoissant de ma vie. C'est plein de détails, quoi. Moi, c'est comme si j'avais levé un voile, quoi. Je me dis, mais il y a tout ça, quoi. Un voile levé, mais un coup d'arrêt net avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Entre-temps, Sandrine Josso, vous devenez la marraine de l'association M'endors pas, fondée par Caroline Darian, fille de Gisèle Pellicot. Je suis sûre que ce procès, ça va faire avancer les choses. Parce que vous vous rendez compte, tout ce dont on parle. Aujourd'hui, Sandrine Josso, vous avez 6 mois pour écrire votre rapport. Mais vos recommandations, vous les avez déjà clairement à l'esprit. Et bienvenue sur ce plateau, Sandrine Josso. On va parler de vos recommandations dans un instant. Mais d'abord, ça va faire bientôt 1 an. 1 an que vous avez porté plainte contre le sénateur Joël Guerriau. 1 an s'est déroulé cette nuit du 14 novembre. Elle ne s'effacera jamais, cette soirée. Elle vous poursuit encore aujourd'hui? Oui, elle me poursuit encore, comme toutes les victimes qui vivent ce genre d'épreuve. Je suis toujours en stress post-traumatique. Je pensais que ça allait passer au fur et à mesure du temps, mais il faut des semaines et même maintenant j'ai compris qu'il faut minimum 2 ans, voilà, 2 ans. Pour vraiment retrouver toutes ces capacités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai effectivement des symptômes d'hypervigilance qui sont toujours là. Avec sursauter c'est ce qu'il y a de plus gênant. Et on est comme, quelque part, un peu handicapé par rapport à ce qu'on a vécu. Il faut vivre avec. On n'oublie jamais, je pense. J'avais l'impression que mon cœur sortait de mon corps. C'est ce que vous avez expliqué après les faits. Vous étiez tétanisée, chancelante. Comment vous avez fait pour réussir à vous enfuir? Comment vous avez pris ce taxi pour quitter les lieux qui vous ont emmené d'ailleurs cette nuit à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez compris d'où vous est venue cette force-là? Alors, cette force, elle est venue, je pense, à l'intérieur de moi, où j'ai un animal totem qui est la panthère. Et quand voilà, j'ai senti que j'étais en danger, je me suis dit, mais il faut que cet animal en toi t'aide. Se réveille. Et donc, j'ai pensé à cette panthère noire et j'ai réussi à finalement rassembler les dernières forces qui me restaient pour m'échapper de ce guet-apens. Porter plainte, ça allait de soi pour vous? Je sais qu'au petit matin, vous avez appelé Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Oui. Après être partie, le SAMU vous a emporté à l'hôpital et on a découvert un taux d'ecstasy très élevé dans votre sang. La plainte, c'est quelque chose de facile à faire ou pas? Alors, c'est difficile, je pense, pour tout le monde. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que j'ai ressenti le matin, c'était bien sûr un épuisement parce que j'avais pas dormi de la nuit, j'étais encore sous les effets de la drogue et j'étais surtout très en colère parce que Joël Guerriau, je le connaissais depuis plus de 10 ans. 10 ans. Oui, 10 ans. C'était un ami en politique que je voyais lors d'inaugurations sur mon territoire ou à Paris pour des travaux. Et vous avez cette image de cette poudre blanche qui tombe dans ce verre de champagne gravé encore en tête. Vous dites que la soumission chimique est la plus pernicieuse des violences sexuelles. On vous entendait dans le sujet de Maïté Frémont. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une part, finalement, on comprend que notre agresseur, c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc on a un lien avec cet agresseur. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les victimes ont du mal à porter plainte, parce qu'il y a une emprise presque affective, en fait, parce que quand c'est un ami, quand c'est quelqu'un de notre famille, c'est très compliqué. C'est aussi une déflagration de parler, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, en écoutant les témoignages des victimes, que finalement, dans notre pays, porter plainte, ça s'apparente encore à presque quelque chose de l'ordre de... comme un acte révolutionnaire, parce que derrière, il y a énormément de conséquences. Vous avez été confronté d'ailleurs à Joël Guerriau quasiment le lendemain des faits, c'est ça? Le lendemain des faits. Ça, c'est trop tôt pour vous? Ça a été
très difficile dans le sens où c'était très récent. Néanmoins, je me devais de le faire parce que je voulais être aussi en cohérence par rapport au fait que je suis une femme politique et il fallait que je porte pour les victimes un message. Et j'ai trouvé la force en moi de le faire, mais pour les autres. Alors, ce qui est assez fascinant dans votre histoire, c'est d'abord que vous décidez de faire de cette épreuve, de cette violence que vous avez subie, une sorte de cas d'étude. Vous allez lister tout ce qui a dysfonctionné pour vous. Vous allez recevoir beaucoup de témoignages aussi et vous allez comprendre qu'en fait, c'est très répandu, la soumission chimique. Ce n'est pas que dans les boîtes de nuit, loin de là. Et puis, vous allez découvrir Gisèle Pelicot, qui va vous voir à la télévision. Et vous allez suivre une bonne partie du procès dit de Mazan. Et ça devient le combat de votre vie, en fait, aujourd'hui. C'est cette lutte contre la soumission chimique. Alors, c'est surtout un engagement pour toutes les victimes qui sont dans l'ombre aujourd'hui. Et tout ce qu'elles disent, en fait, toutes les douleurs. Et Gisèle Pelicot dit il faut que la honte change de camp. Et moi, je comprends également que la honte pourra changer de camp si et seulement si on comprend les douleurs de toutes ces victimes, ainsi que celles qui sont dans l'ombre. Alors, pour les comprendre, ces victimes, celles qui n'osent pas briser le silence, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avant pour prévenir la soumission chimique, dans le corps médical notamment, et après, au niveau de la justice et de la police? Quelles sont vos recommandations, Sandrine Josso? Alors, la première chose, c'est déjà recenser les victimes. Comme vous l'avez dit, les victimes ne portent pas toutes plainte. Et en fait, on a un chiffre noir. Et justement, par rapport à ça, moi, ce qui m'intéresse avec la sénatrice qui m'accompagne pour cette mission, c'est qu'on travaille pour un recensement de toutes les victimes, qu'elles portent plainte ou pas, partout en France. Et puis, il y a des inégalités territoriales. Moi, ça m'est arrivé à Paris. Il y avait un hôpital qui s'appelle Lariboisière, qui est spécialisé en toxicologie. Si ça vous arrive, par exemple, dans un endroit reculé, vous n'avez pas cet hôpital qui pourra être en capacité d'analyser votre sang. Il faut former le corps médical. Il faut former le corps médical. Et puis aussi, il faut former dans les commissariats toutes les personnes qui accueillent les victimes et leur expliquer quels sont les modus operandi des prédateurs et ce que ressentent les victimes quand elles sont droguées à leur insu. Vous parlez d'un kit aussi qu'on pourrait avoir avant même d'arriver à l'hôpital? Ce qui serait vraiment bien, et j'y travaille déjà en collaboration avec l'association M'endors pas, c'est un kit de détection, un kit du lendemain. Partout en France, vous avez des pharmacies qui sont ouvertes tous les jours. Il y a toujours une pharmacie de garde. Et là, vous pourriez aller dans une pharmacie, à distance, pouvoir faire une téléconsultation. Le médecin écoute vos symptômes, vous donne donc une ordonnance pour que vous puissiez avoir ce kit. Dans ce kit, il pourrait y avoir le numéro à contacter pour aller rapidement se faire prélever du sang, les bons gestes à avoir, et puis tout ce qui est utile sur le territoire pour détecter, et puis aussi pour être accompagné, tant sur le plan psychologique, par exemple avec des relais associatifs, et aussi sur le plan judiciaire, si la victime veut porter plainte. Et en ce qui concerne la justice, dont on sait qu'elle prend son temps, la difficulté, évidemment, dans le cas des soumissions chimiques, c'est la question de la preuve. Il faut aller très vite, porter plainte très vite. C'est un contre-la-montre. L'accessibilité à la preuve donc, est difficile. Je pense qu'avec ce kit, on facilitera les choses. Néanmoins, il faut aussi que toute la société fasse bloc. Si la société comprend mieux ce phénomène, si on arrive enfin à faire en sorte que ce soit terminé l'âge d'or pour les agresseurs, eh bien, on aura beaucoup avancé. Et c'est aussi important aujourd'hui d'être en capacité de le faire dans un pays où on a un procès historique, qui est ce procès donc, qui a lieu actuellement à Avignon. Et on se doit d'être exemplaire parce que le monde entier nous regarde. Dernière question, Sandrine Josso. Votre agresseur présumé, Joël Guerriau, s'est mis en retrait du Sénat, mais a refusé de démissionner, alors que Gérard Larcher, le président de la Haute Assemblée, lui demandait. Comment vous l'avez vécu, cette décision ?
Alors, comme beaucoup de Français qui m'ont questionné à ce sujet, les Français ne comprennent pas. En fait, ils voient un sénateur qui est toujours sénateur, qui est rémunéré en étant sénateur, mais qui ne peut plus travailler parce qu'au Sénat, on l'a prié de ne pas venir. Et sur le territoire, il ne peut pas non plus participer aux travaux en lien avec le territoire. Donc, finalement, il est en vacances. Et moi, je suis dans une situation où j'ai été droguée à mon insu par ce sénateur. Et moi, de mon côté, je travaille. Donc, je crois qu'il y a aussi une injustice qui perdure. Merci beaucoup. Merci Sandrine Josso. Et soyez la bienvenue ici sur ce plateau avec cette mission gouvernementale donc, qui va continuer à travailler quand vous remettrez votre rapport final. Merci à vous. Allez, tout de suite, c'est la question qui fâche pour terminer avec nos chroniqueurs. Un tir croisé ce soir avec Antoine Oberdorf. Il a fallu l'appeler plusieurs fois pour l'avoir sur ce plateau. On n'est pas mécontent de l'avoir, Antoine. Et bienvenue à vous. Vous êtes journaliste à l'Opinion. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs de la gauche et de tous ses atermoiements. Et on est très heureux de retrouver Nathan Dever. Ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Philosophe et écrivain, et pas moins heureuse d'avoir Marco Pommier parmi nous ce soir de la rédaction d'LCP. J'espère que vous êtes prêts, messieurs. Voici la question qui fâche. Dans la question qui fâche aujourd'hui, il est question de drapeaux. Moi, je recommande qu'à partir du 8, on mette des drapeaux palestiniens partout où on peut. LFI en porte-étendard de la cause palestinienne, bravant l'interdit du ministre de l'Enseignement supérieur d'organiser des manifestations de soutien dans les universités. Je demande à la jeunesse étudiante de ne pas accepter cet interdit. Une énième provocation qui met de nouveau à mal l'unité de la gauche. Nous n'appellerons pas, nous, à déployer des drapeaux palestiniens dans les universités. Nous n'opposons pas les morts aux morts. Nous devons être des gens qui fabriquent de la paix plutôt qu'être des gens qui alimentent le conflit. LFI, un allié gênant, mais dont Olivier Faure ne veut toujours pas se passer. Aujourd'hui à l'Assemblée, l'unité de façade est maintenue pour une photo de famille et une motion de censure en ordre groupé. Le 7 juillet, c'est le Front populaire qui est arrivé en tête. Mais en coulisses, la bataille de l'émancipation est lancée. Au PS, les réformistes, appelant à s'affranchir de LFI, ont donné l'assaut ces derniers jours. Nous sommes une équipe qui sait dire aussi non à Jean-Luc Mélenchon. Il faut savoir ce que nous on veut, ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on propose. Hier, un soutien de poids les a rejoints. Est-ce qu'Olivier Faure doit rester le patron de ce parti ? Je pense que sur la ligne qu'il représente, il aura en face de lui l'expression d'une autre ligne. Il faut une nouvelle figure pour diriger le Parti socialiste. Alors ce soir, la question qui fâche est la suivante. La gauche doit-elle cesser d'être complaisante avec Jean-Luc Mélenchon ? Et une question qui fâche signée de l'excellent Thibault Hénoc. Réponse, Antoine Oberdorf. Moi, je dirais que la question est moins de savoir si la gauche doit cesser d'être complaisante avec Jean-Luc Mélenchon que de savoir comment peut-elle se rendre non dépendante à Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Elle l'est encore aujourd'hui complètement. Elle l'est encore très largement. Elle est largement, au moins à deux égards. D'abord, sur le plan électoral. L'union, la mystique de l'union, sitôt la dissolution tombée, n'est pas venue pour rien. Ouais. C'est précisément parce qu'il y a eu la peur des socialistes, mais aussi des écologistes, d'être tout bonnement emportés par la vague du Rassemblement national s'ils ne faisaient pas bloc avec les insoumis, qu'importe s'il fallait accepter les humiliations. Donc ils ont fait ça pour des sièges et uniquement pour des raisons électorales. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi un aspect quasi psychologique, peut-on dire, ou du moins qui est de l'ordre de la bataille culturelle. Jean-Luc Mélenchon, et c'est pour ça que je suis un peu revenu de la diabolisation à tout prix de Jean-Luc Mélenchon, il fixe son cap, il dit toujours où il va, il joue carte sur table. Sur la question palestinienne, il a cessé de durcir son discours, de pousser les feux. De la même manière, sur plein d'autres aspects. Et en cela, c'est intéressant ce que dit Raphaël Glucksmann, quand il dit, au fond, c'est à nous de redéfinir notre identité. La France insoumise a fait son travail, nous ne l'avons peut-être pas fait, et c'est pour ça que nous nous trouvons en position de supplétif permanent. Il faut arrêter d'être en contre, mais savoir qui on est. Donc peut-être qu'on assiste à un début de rupture ou pas. On posera la question, en tout cas au PS. Nathan Dever, les massacres du 7 octobre, dont on a évidemment commémoré les victimes, leur mémoire, et la guerre à Gaza aussi, ont créé une fracture très très profonde au sein de la gauche. Pour vous, cette fracture, elle est indépassable ?
Indépassable, je ne sais pas, mais pour l'instant indépassé. Ce que je reproche à Jean-Luc Mélenchon concrètement, ce n'est pas le contenu de ses positions. Ce n'est pas sa critique, aussi vigoureuse soit-elle, de la politique israélienne et de la guerre des guerres qui sont actuellement menées par Israël. C'est quoi alors? Ce n'est même pas son soutien radical. Ce n'est pas d'appeler à brandir les drapeaux palestiniens dans les universités? C'est même pas ça, c'est même pas le côté désobéissance civile qui a toujours fait partie de l'histoire de la gauche. Ce que je reproche à Jean-Luc Mélenchon, ça a un nom, c'est la tartufferie. Parce qu'il fait croire ici que Jean-Luc Mélenchon se soucie des droits humains visant aujourd'hui les Palestiniens de Gaza. J'aimerais faire remarquer que pour les gens qui se battent du côté des droits de l'homme, et du côté des droits de l'homme au Moyen-Orient, eh bien, ils ont entendu ces dernières années, ces dernières décennies, le silence assourdissant de Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais vous rappeler que pendant la guerre en Syrie, quand Poutine et Bachar el-Assad massacraient des centaines de milliers de civils syriens, Jean-Luc Mélenchon déclarait texto que Poutine faisait le travail en Syrie, que les guerres c'était toujours des guerres et que si des civils mouraient, on parlait de massacre, on ne parlait pas de victimes collatérales, c'était des victimes collatérales. Il employait ce mot. Il y a objectivement un deux poids et deux mesures sur la question. On pourrait aussi parler de Taïwan. Jean-Luc Mélenchon a écrit une note de blog. Donc il a des indignations à géométrie variable pour vous, c'est très clair. Il est, en matière de politique internationale, extrêmement complaisant vis-à-vis des tyrans du monde entier. Et comme par hasard, il feint de soutenir les droits humains, ce qui n'est absolument pas son sujet. Il faut voir la phraséologie qu'il réactive dans ses discours depuis un an, s'agissant de Gaza. Ce que je reproche à Jean-Luc Mélenchon, en un mot, c'est de ne pas défendre les Palestiniens. De faire semblant de les défendre, mais de ne pas les défendre. Ah ouais, il appréciera, c'est intéressant. Il n'y a personne de LFI ou un proche de Jean-Luc Mélenchon, ni même Jean-Luc Mélenchon lui-même, pour vous répondre. Qu'est-ce qui se passe au PS? Parce que vous avez vu la belle exclusivité d'LCP qui a lancé sa nouvelle émission politique hier avec François Hollande. Très clairement, Marco Pommier, il veut tourner la page Olivier Faure. François Hollande, comment ça réagit à l'Assemblée? Déjà, il y a Olivier Faure qui a réagi pas plus tard qu'en fin de journée, aujourd'hui dans la salle des 4 colonnes, où il a dit « François Hollande divise là où je rassemble ». Donc déjà, ça installe le paysage tout de suite. Et puis aujourd'hui, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des députés socialistes qui étaient plutôt en colère contre la déclaration de François Hollande. Ils pestaient un peu dans les couloirs de l'Assemblée, dans les boucles internes aussi. Et puis également en réunion de groupe, où il y a eu quand même des micro-tensions, alors sans faire référence directe à cette déclaration, mais des micro-tensions quand même. En fait, beaucoup de socialistes se disent, bon, là très clairement, François Hollande, s'il fait cette déclaration, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce qu'il le fait la veille où Olivier Faure doit prendre la parole dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour la motion de censure. Il fait du sabotage de motion de censure. Exactement, de Michel Barnier. Ce n'est pas un hasard. Et surtout, pour eux, François Hollande, il est en train de se placer pour la suite, pour être un peu le chef de la bande, on va dire des réformistes, prendre le leadership de cette bande des réformistes. Et on a vu les figures tout à l'heure dans le reportage, Raphaël Glucksmann, Carole Delga. Mais alors là, les gens qui nous regardent, ils se disent, OK, il y a de la posture à tous les étages. Tout le monde veut se créer une identité politique. Il y a 2027 qui est très, très présent dans cette nouvelle Assemblée où finalement tout le monde parie sur la peu de temps de survie de Michel Barnier. Où sont les idées? Où sont les lignes, Antoine Oberdorf? Est-ce qu'un Raphaël Glucksmann qui clairement veut sortir de l'emprise Mélenchon à gauche a des chances de convaincre? Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait le diagnostic d'un état de sclérose idéologique qui gangrène le Parti socialiste depuis un moment. J'ai eu une phrase lors de mes échanges à l'Aréole avec Raphaël Glucksmann ce week-end qui m'a marqué. Il me dit à un moment donné, les négociations du Nouveau Front Populaire, au fond, c'est assez simple. Manuel Bompard, lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, vient dans les négociations, pose un programme à 200 millions d'euros. Les socialistes, par réflexe de culture de gouvernement, vous disent 100 millions, et puis au final, grosso modo, on atterrit à 150. Mais ça dit quelque chose, en fait, du fait que ce sont les insoumis qui systématiquement dictent le tempo. Des personnalités comme Raphaël Glucksmann sont restées bloquées à la déclaration de 20h02 Est-ce que vous pouvez de dire pourquoi? Est-ce que c'est une question de force arithmétique ou est-ce que c'est la puissance des idées, leur radicalité? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, les insoumis dictent leur tempo? Eh bien, c'est qu'il y a un moment donné, ils ont fait quand même le pari d'un travail idéologique très profond. Oui. Le programme de l'avenir en commun existe, qu'ils ont un institut de formation qui s'appelle la Boétie, que tout le monde n'a peut-être pas pris au sérieux, mais qui existe et qui fait comme ça phosphorer des idées et surtout les injecte dans le débat public. Il faut voir, par exemple, sur la question du conflit israélo-palestinien, le Parti socialiste a systématiquement été en réaction sous la menace de Jean-Luc Mélenchon. Quand il a commencé à parler de génocide,
On mettait en accusation systématiquement le Parti socialiste. De la même manière, sur le concept d'islamophobie, c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui, depuis 2019, mène cette bataille culturelle-là. Il l'a gagnée parce que cette expression est complètement installée dans l'opinion. Peut-être qu'il est venu le temps de reprendre le chemin de la bataille culturelle. D'accord avec ça, Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis travaillent plus que toutes les autres forces à gauche, et cette radicalité qu'il porte, ça n'est pas uniquement du gadget, il y a un fond idéologique profond derrière. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dirais presque que la France Insoumise est le seul mouvement qui travaille. Ça veut dire qu'il prend au sérieux... Sur l'ensemble de l'échiquier politique. De gauche, en tout cas. C'est le seul mouvement qui prend au sérieux l'écriture d'un programme. Il faut voir la manière dont ils ont écrit l'avenir en commun depuis pas seulement la dernière élection présidentielle, mais même la précédente, en réunissant des intellectuels de tous bords, en faisant un travail de fond, en ayant sur chaque sujet, même des sujets entre guillemets secondaires, la question de l'eau, la question, mer, etc., la question de la mer, la question de l'espace, en ayant sur chaque sujet des idées, on peut les partager ou ne pas les partager, mais qui sont novatrices, et en étant par ailleurs les seuls à soulever une question décisive qui est la question constitutionnelle. Ça veut dire en posant clairement la question d'un éventuel changement de régime. La 6e République, la révocation des élus. Ça veut dire que les autres ne travaillent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Parti socialiste, si on ne fait que regarder le meilleur ennemi, on restera le supplétif? Mais ça veut dire que le diagnostic quand même qu'a posé Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il est parti en 2008 du Parti socialiste pour fonder un mouvement qui est devenu la France Insoumise, qui est devenu un mouvement charismatique, disons les choses, un mouvement centré sur sa personne, mais le diagnostic qu'il avait fait de dire au Parti socialiste, des caciques, des apparatchiks perdent un temps infini en réalité à se regarder le nombril pour savoir qui triomphera au prochain congrès et ce que nous vivons à l'heure actuelle en réalité avec la déclaration de François Hollande sur votre plateau, eh bien, il n'avait pas tout à fait tort. C'est une perte de temps considérable. C'est très énergivore que de penser à qui sera le prochain premier secrétaire du Parti socialiste, savoir dans les couloirs qui c'est qui va assassiner ou planter un poignard dans le dos de place aux idées à gauche et l'incarnation viendra après. Marco Pommier, c'est vrai que est-ce que selon vous, le Parti socialiste et même les écologistes ont compris ça et se sont mis au travail véritablement, où de toute façon, tout le monde se tient et personne ne peut gagner sans unité, et ça finira toujours par être la ligne à suivre? C'est sûr que les socialistes et les écologistes travaillent à l'Assemblée nationale. Il y a un programme, c'est vrai, la France Insoumise travaille énormément sur le programme, vous l'avez dit, mais ils travaillent aussi, on le voit à travers des propositions de loi, on le voit... Pas de mauvais procès alors. Pas de mauvais procès, effectivement. Mais après, il est vrai aussi qu'il va y avoir il y a un enjeu au niveau des égos, ça c'est sûr, dans les différents groupes, et notamment chez les socialistes, où ça va se jouer dans les prochains mois. Et après, l'idée, en fait, et Antoine Oberhof le disait, c'est pas, chez les socialistes, c'est pas est-ce qu'on a envie de LFI ou pas, est-ce qu'on veut Jean-Luc Mélenchon ou pas, c'est comment faire en sorte que le Parti socialiste puisse avoir une place de leader dans l'alliance des gauches. Il nous reste moins d'une minute, vous avez 10 secondes chacun. Est-ce que la gauche se passera de Jean-Luc Mélenchon, oui ou non? Alors, en 10 secondes, la gauche ne se passera pas de la question que pose Jean-Luc Mélenchon, qui est le fait que la gauche du Parti socialiste, quand elle arrive au pouvoir, mène toujours, sur la question économique et sur la question sociale, une politique qui est indissociable de la droite. Et Jean-Luc Mélenchon est le seul à avoir posé cette question, et je pense que c'est la raison profonde de son succès. Donc il faut qu'il trouve une identité propre. Le dilemme qui est posé à la gauche, c'est de savoir si, aujourd'hui, compte tenu de la photographie électorale et sondagière que nous avons, Jean-Luc Mélenchon, quand bien même il accélérait au second tour, n'est pas un passeport vers le pouvoir pour Marine Le Pen. Et ça, c'est une donnée électorale qui est absolument nouvelle et qui nous fait dire que la diabolisation que subit Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas qui le concerne depuis le 7 octobre dernier, est d'une toute autre nature que ce que nous avons connu par le passé. Merci, ça mériterait une nouvelle question qui fâche. Vous reviendrez, je l'espère. Merci à tous les trois. On est un peu en retard, 1000 excuses. À demain, même lieu, même heure. Soirée documentaire tout de suite, Jean-Pierre Gracien.